Officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Vivre basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Allez, on passe à l'invité suivant, c'est Freddy Degoum. Freddy Degoum qui est bien connu en Gironde puisqu'il a coaché pas mal de clubs. C'est quelqu'un de très apprécié, Freddy. Il fait quasiment l'unanimité. Et je voulais l'avoir dans le podcast parce qu'il a sûrement beaucoup de choses à nous raconter avec les différents clubs qu'il a parcourus. Mais aussi parce que actuellement, avec son équipe de Saint-Delphin, il est en train de réaliser des très belles choses puisqu'ils ont terminé premier de leur poule en département et qu'ils sont en course pour monter en région. Donc, c'est quelque chose à souligner, d'autant plus qu'il s'agit des hommes et qu'à Saint-Delphin, généralement, c'est toujours les femmes qui cartonnent. Donc, je vais l'appeler tout de suite à Freddy. Il va nous parler de tout ça. Monsieur Diffré Degoum. Salut, Comment ça monsieur va Ablaï. Ça va et toi? Ça va, nickel. Je te dérange pas? Non, du tout. Bon, Je super. suis en promenade, mais je vais gérer. Ok, super. Bon, Freddy, je te remercie d'abord d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. C'est hein. très gentil de ta part. Comme j'ai dit en préambule, pour ceux qui nous écoutent, tu es quelqu'un d'assez connu dans la région parce que tu as parcouru pas mal de clubs. Et Ouais. je disais en préambule que tu faisais quasiment l'unanimité. Qu'est-ce qui fait que Freddy soit tant aimé par tant de gens? Oh, bah alors je sais pas si je fais l'unanimité, mais en tout cas dans les clubs où j'ai pu bosser, où je travaille, j'essaye d'être respectueux des gens. Je pense que c'est essentiel déjà. Et puis après d'essayer de faire du mieux que je peux et je m'adapte au public. Moi, je pensais à ton humour parce que Bon, ben ouais. D'ailleurs, j'avais une petite question pour toi. vas-y, dis-moi. On dit Ablaï, mais c'est parce que t'es le fils de Roland. Alors là, avec juste cette phase, t'as représenté, illustré tout ce que je pensais lorsque je parlais de ton humour. Alors, attends, moi j'en avais noté une. Je pensais pas te la sortir maintenant, mais j'en avais noté une. Une fois quelqu'un t'a dit, alors là c'est vrai ce que je raconte. Hein, une fois quelqu'un t'a dit sur les réseaux sociaux, t'es le boss. Tu te Ouais. souviens de ce que tu lui as répondu? Non, pas du tout. Tu lui as répondu. Donc t'insinues que je suis un dromadaire. La prochaine fois, dis purée. plutôt que je suis un boss, comme ça je serai plutôt un chameau. Oh là 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 là. Je sors des trucs comme ça, moi, des fois. Je t'assure. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, je pense que c'est pour ça aussi que les gens te kiffent. Alors, Freddy, un peu plus sérieusement, parce que tu as un parcours chargé et que Ouais. en une demi-heure, 35 minutes, ça va être difficile de parler de tout ça. Mais je voulais quand même qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi, notamment sur comment tu as commencé dans le basket, parce que vous avez une famille très basket. Je crois que tu as 3 frères, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. C'est ça. Tous les 3... Ah non, peut-être pas Denza. Denza, le dernier, fait pas de basket. Si, il a fait du basket. Il en a fait aussi. Donc, vous êtes tous dans le basket. Ouais. Comment le petit Freddy Degoum est tombé dans le basket? Eh bien, en fait, un petit peu comme beaucoup, c'est-à-dire que j'avais un copain qui faisait du basket et qui m'a traîné à la salle, sport que je détestais à la base. Et en fait, moi, je faisais du karaté. Donc, j'ai fait 8 ans de karaté, donc jusqu'à la ceinture marron. D'accord. Et donc, bon, j'étais champion régional chez moi, là, du côté du Mans. Et en fait, j'aimais pas ça. C'est bizarre. Je me débrouillais bien, mais j'aimais pas ça. Moi, j'étais plus attiré par l'athlétisme, tout ce qui était cross et tout ce qui était vitesse aussi. Donc, je faisais toutes les compétitions UCEP et puis je finissais régulièrement premier. C'est des choses que j'appréciais. Et puis, en fait, ce qui a fait que j'ai dérivé vers le basket, donc j'ai un ami qui était vraiment au basket et qui était passionné. Donc, je le suivais. Et puis le fait qu'on me dise, pour la ceinture noire, il faut attendre 16 ans. Donc, du coup, j'ai arrêté le karaté. Et Ça puis, t'a je me suis mis au basket. Mais tu t'es Voilà. donc tu t'es mis au basket un petit peu tard quand même. Non, très tôt, parce que j'ai commencé très Tu as tôt le commencé karaté. très tôt le karaté, d'accord. Voilà, et en fait, j'ai commencé en poussin dernière année. Ok, d'accord. Voilà. Et donc raconte-nous les débuts de ce sport que t'aimais pas tant. Alors au début, c'était vraiment nul, quoi. Le marché, c'était tout le temps des marchés, des 3 secondes, et puis en fait, on se moquait un petit peu de moi, quoi. Et puis du coup, comme je suis quelqu'un de compétiteur, j'ai redoublé d'efforts, et puis j'ai commencé à jouer avec les copains dans la rue, et puis
Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que forcément, si tu joues, si les autres s'entraînent 2 fois par semaine et que toi tu joues 5 à 6 jours sur 7, tu vas progresser 10 fois plus vite. Et puis en plus, si tu regardes les matchs de basket à la télé, tu vois des choses que t'apprends pas forcément en club et puis t'essaies de reproduire. D'accord. Donc la progression, elle est beaucoup plus rapide. T'avais des idoles à l'époque? Moi je suis génération, tu vois, je viens de fêter mes 40 ans jeudi et là je suis génération Jordan. Ok. Donc mais pas Jordan Gonzalez, le vrai, le vrai. Donc t'es génération 92 quoi. Les Jeux C'est Olympiques à Barcelone, t'étais à fond là-dedans. J'ai vibré là-dessus. D'accord. Et en plus, t'as grandi dans une ville quand même qui est très basket, parce que Le Mans, c'est une ville très très basket. Est-ce que t'as rencontré des joueurs qui ont percé, avec qui tu jouais à l'époque sur les terrains? Alors, pas forcément joué. Alors, si j'ai joué contre eux, je crois que c'est Vasco et Ptimov, joueurs en équipe de France. J'ai, par l'intermédiaire de mon frère, donc j'ai vu les débuts de Nicolas Batum quand il arrivait au Mans. Donc, c'était un petit peu étrange parce que quand il est arrivé, tu vois, chaque année on venait voir les Cadets France, voir ce que ça donnait, quoi, par curiosité. Et puis, je me rappelle très bien de son arrivée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur qu'ils ont pris? Il a pas de dégaine, enfin voilà quoi, c'était vraiment space. Et puis en fait, après, moi je suis, comme il est de la génération de mon petit frère, ils ont joué ensemble 4-5 ans en cadet et en espoir. Avec Charlie? Du coup, avec Charlie, donc du coup j'ai suivi un peu. Et du coup, ouais, Nico, c'est un bon pote. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait, parce que bon, effectivement, toi, t'as commencé le sport que tu kiffais pas trop. Qu'est-ce qui a fait que tes frangins se soient mis aussi? C'est toi qui les as entraînés là-dedans? C'est le mimétisme, tu fais le sport du grand frère. Enfin, moi, je les ai pas spécialement mis dedans, mais ils ont suivi, quoi. Puis ils ont suivi dans le club du quartier et, sauf que, il y en a qui se sont débrouillés un peu mieux que le grand frère, puisque, à force de jouer l'un contre l'autre, Alex c'est le deuxième et Charlie le troisième, ils ont 3 ans d'écart, donc forcément à se mettre des tartes sur les playgrounds tout le temps, le petit a plus vite progressé. Tes parents, ils en pensaient quoi de tout ça? Eux, tant qu'on était dehors, alors foutre la paix. Non, tant que les devoirs étaient faits, mais après voilà, t'es à la salle de basket, y a pas de souci. D'accord. Toi, t'avais envie de faire carrière dans le basket? Ouais, mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas pour moi, quoi. Que moi je voulais bien de la carrière, mais la carrière voulait pas de moi. Mais par rapport à quoi? Parce que t'as quand même joué jusqu'en national. Ouais, mais bon, j'ai envie de te dire que quasiment tout le monde... viens ici. Que tout le monde peut jouer en National 3, quoi. Ouais, National 3, c'est quand même un niveau où il est possible de jouer, quoi. Mais oui, non, National 3, mais j'ai pas fait beaucoup de matchs en National 3 parce qu'en fait, je suis parti de la Régionale 1 du Mans pour le travail à Boulazac. Et du coup, j'ai commencé la saison avec les JS Coulennes. Et j'ai fait 3-4 matchs et puis après je suis parti à Boulazac. D'accord. Mais ouais. Donc après j'avais des grosses qualités athlétiques, de vitesse, de détente, mais après j'avais pas de shoot. Et c'est ça qui t'a freiné, tu penses? Ouais, ça m'a beaucoup freiné. Puis même, de toute façon, je pense que 1m82 pour jouer au basket, si t'es pas hors norme, tu peux pas jouer, quoi. Quel était ton poste d'ailleurs? T'étais meneur? Ouais, j'ai toujours joué meneur. Ok, d'accord. Ouais. Dans quel club tu as pas fait tes gammes, mais dans quel club tu es resté le plus longtemps, là où tu t'es le plus épanoui en tant que joueur? Au JCM, c'était le club de quartier. En fait, il y avait le SCM qui s'appelle maintenant MSB là, la structure pro. Puis il y avait nous juste en face à 300 mètres. Et puis il y avait un autre club, c'était la Jalt, donc club de National 1. Donc en fait sur 1 kilomètre à la ronde, il y avait trois gros clubs. Notre club, nous, était en National 4, la nouvelle National 3. Et en fait, moi, j'ai fait mes gammes là-bas avec de Benjamin de Poussin jusqu'à senior. Après, le MSB m'avait appelé pour jouer en cadet France. Moi, j'étais super content, je voulais y aller. Puis en fait, le président du club me dit, avec tout ce qu'on a fait pour toi, les formations, tout ça, et je suis, ouais, mais moi, j'aimerais bien jouer un petit peu plus haut. Et puis,
Au final, il me dit bon, bah c'est dommage. J'avais prévu un petit travail pour toi cet été à la piscine. Il m'a corrompu. Et puis bah du coup, je suis resté. Et t'es resté. Si tu dois me ressortir un seul souvenir de cette époque-là, le meilleur, ça serait lequel? C'est nos 3 montées successives. En fait, on avait une bande de potes et c'était un quartier un petit peu comme Lormont ou comme beaucoup de quartiers. Enfin, même si Lormont n'est pas un quartier, mais bref, c'était un peu le même délire. Donc génération black, blanc, beurre et puis en fait, au fur et à mesure, les cadets France qui pouvaient pas aller en espoir atterrissaient chez nous. Et du coup, ça faisait une superbe équipe. Donc avec notre équipe de 19-20 ans, on a fait Régional 3, Régional 2, Régional 1, et puis 2 ans coup sur coup, on a échoué à un point à monter à la Nationale 3, et puis bon, le coach n'était pas compétent à l'époque, et le président voulait pas s'en séparer. Donc du coup, après ça a explosé, tout le monde est parti à gauche, à droite, en M2, en M3, et puis voilà. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans la région bordelaise? C'est toujours les femmes, hein. En fait, enfin, j'avais une copine à l'époque qui avait déménagé ici, enfin pour le travail. Maë, viens par là. Bon, viens. Attends, 2 petites secondes, Vas-y. parce que mademoiselle veut se promener vers le toboggan, donc on va aller vers le toboggan. Et oui, donc il y a eu ça, et puis il y a aussi le fait que j'ai eu la chance d'être élu meilleur jeune dirigeant de France en 2000. Et parce que je faisais pas mal de choses dans mon département. D'accord. Et en fait, je suis parti avec l'équipe de France 85. Donc c'est la génération Yannick Boccolo, Thomas Laroukis, puis il y en a d'autres encore qui jouent encore en pro. Et du coup, je suis parti en Grèce pendant une semaine avec l'équipe de France. Puis j'ai pu observer tout ça. Et quand je suis rentré, j'ai dit je veux quitter mon taf de fonctionnaire. Alors là, tout le monde m'a dit, mais toi, t'es un cinglé, t'as un job de fonctionnaire dans une mairie, service jeunesse, 13-25 ans, tout se passe bien. Et je suis mais je sens qu'à un moment donné, je vais m'ennuyer parce que il n'y a pas assez de piment. Enfin, le statut est bien, mais pour moi, j'avais besoin d'aventure, quoi. Donc, j'ai postulé à Boulazac, j'ai fait l'essai, et puis ça a fonctionné, et j'ai atterri à Boulazac. Ok, et de fil en aiguille, t'as dévié sur Bordeaux, quoi. Et après, oui, j'étais en formation brevet d'État avec Tommy Davis. Et là, on a vraiment accroché et il m'a proposé de devenir son assistant au JSA Bordeaux. Donc là, tu avais complètement arrêté ta carrière de joueur? Oui, enfin, je jouais quand même, mais à un plus bas niveau. Voilà, à très bas niveau. D'accord. À partir de quand tu t'es dit que que tu devais passer au coaching et arrêter de viser le haut niveau vraiment? En fait, j'avais commencé à 16 ans au club à entraîner, et puis j'ai toujours entraîné. Et à un moment donné, quand l'année où on n'est pas monté en National 3, et que tout le monde est parti et que il y avait plus de place de muté dans les clubs que je visais en National 3, du coup je suis resté faire un an de galère en Régional 1. Et en fait, il y avait donc on m'a proposé d'être joueur coach, et puis c'est ce que j'ai fait. C'est de là que c'est parti. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te plaît dans le coaching? C'est la relation humaine. Je suis quelqu'un de très très attaché à ça, donc c'est des phénomènes de groupe, parce que tu vois, par exemple, partout où je suis passé, d'ailleurs je vais rétablir une vérité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un mercenaire, mais en fait je suis un mercenaire sédentaire. C'est-à-dire que ça fait 15 ans, c'est ma 15e saison à Codéran en tant que salarié, et 15e saison également en Barès en tant que salarié. Et puis après j'ai fait d'autres clubs à côté. J'ai fait les JSA pendant 3-4 ans, Cestas pendant 3-4 ans, et puis là c'est ma 6e saison à Saint-Delphin. Donc à part Mérignac où j'ai fait un petit peu de quelques mois là-bas, quelques matchs. Sinon, je suis tout le temps resté minimum 3 ans. Où est-ce que tu as entendu que des gens disaient que tu étais un mercenaire? Non, parce que les gens, à chaque fois, ils me voient et me disent « Mais tu travailles dans combien de clubs, toi ?» En fait, je travaille pas dans 36 clubs. J'ai Codéran en Barès, et puis à côté, j'essaie de prendre, entre guillemets, une équipe un peu plus compétitive. Alors, ça a été les JSA, ça a été Cestas, et puis en ce moment, c'est Saint-Delphin. D'accord. Ta première vraie expérience en tant que coach ou assistant coach, c'est auprès de Tommy Davis, au GS1? Ouais. Si avant à Boulazac, je
je faisais, j'ai fait un petit peu de, j'ai fait un peu de comment dirais-je, j'ai fait un peu d'assistanat aussi sur la nationale 2 de Boulazac, mais c'était pas vraiment officiel. D'accord. Et puis après, ouais, j'avais tout le temps les équipes 2 en région au JSA et puis après le premier pas en national, ouais, c'était avec Tommy. D'accord. Raconte-nous cette période, parce que je pense que c'est l'une des meilleures périodes des JSA. J'ai envie de dire de l'ère récent. Ouais, avec Tommy, déjà on s'est rencontrés sur la formation brevet d'État premier degré. Ensuite on a fait le tronc commun ensemble du deuxième degré. Donc on était vraiment hyper potes. Et en fait, bon, il y a deux types d'assistants. Il y a l'assistant qui va être fidèle, qui va, quoi qu'il se passe, soutenir le coach. Et puis s'il démissionne, il démissionnera. Ou il y a l'assistant pot de banane qui va à tout prix chercher à prendre la place du numéro 1. Donc nous, ça s'est super bien passé, on était vraiment sur la même longueur d'onde, et du coup, c'était une façon de travailler vraiment différente de ce que j'avais pu voir avant, c'est-à-dire très 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 ouvert. C'est-à-dire t'es ouvert, enfin un shoot ouvert, il faut prendre, hein. Même si t'es censé être un mauvais shooter, tu prends. Voilà, et puis en fait, je me suis aperçu qu'en mettant en confiance des joueurs comme ça, il avait réussi à faire des miracles, quoi. À faire des miracles, des joueurs qui mettaient six paniers à 3 points sur certains matchs alors qu'ils n'étaient pas estampillés shooters à 3 points. D'accord. Donc voilà, là, tu apprends le côté psychologique en fait. Voilà, il y avait le côté psychologique, après il y avait sa façon de travailler. C'est-à-dire qu'on s'entraînait pas beaucoup à cette période. Si ma mémoire est bonne, on faisait lundi, mardi, jeudi. Le lundi, on faisait un peu de vidéo. Après, c'est moi qui m'occupais de la vidéo. D'ailleurs, j'en suis sorti parce que à la fin, je devenais un informaticien. Je passais mon temps à ça et je me disais, mais là, c'est pas bon, quoi. Je fais que ça, quoi. Toute la journée, je suis H24 en train de manger du basket et en train de manger les systèmes des autres, de regarder nous ce qu'on fait, ce que font les autres et de tout décortiquer. Donc après, on passait sur le terrain, on regardait, on faisait de l'adaptation aussi par rapport à eux. Le mardi, c'était plus du spécifique et tout ça, du pré-collectif. Et le jeudi, c'était que du jeu. C'était que du jeu. Et puis après, je crois que le vendredi, il y avait un peu de tir. D'accord. Tu sais, avec du recul, l'effectif que vous aviez à l'époque au JSA, on s'en rend jamais compte, mais avec du recul, vous aviez des sacrés joueurs. Parce que sur cette période-là, vous avez quasiment les meilleurs joueurs de ces dernières années, quoi, dans le coin. Ouais. Parce que, alors, pour en citer juste quelques-uns, il y avait Camille Delorbe, Maurice Stephens, que je pense peut-être tout le monde ne connaît pas, mais qui était meilleur contreur, je crois, et meilleur rebondeur. Mais moi, je l'ai connu quand j'étais au Mans, il jouait à Sablé, donc la ville de Chillon, où il faisait des cartons, c'était 25 points de moyenne, 18 rebonds, et je ne sais combien de passes, il tournait quasiment en triple-double, quoi, sur sa saison. D'accord, donc donc joueur très très costaud aussi. Ouais. Il y avait Big Ben, que tout le monde connaît. Ouais. Badou, Fred Meheux. Bon, je les cite pas tous, mais il y avait vraiment une sacrée génération. Ouais. Moi, je dirais que la grosse différence entre cette époque-là et celle de maintenant, c'est que c'était que des joueurs du cru. C'est-à-dire que des joueurs qui ont été formés là. Bon, à part Maurice, qui était l'américain de l'équipe, mais sinon, Ben, qui a été formé ici, Badou, 100% girondin, et Fred Meheux, pareil, pas de dégaine, mais un sacré joueur. Il y avait Anthony Allen aussi, mais qui était tout jeune à l'époque. Oui, Anthony qui faisait le banc et qui me suppliait à chaque fin de match, a dit à Tommy de me pas faire rentrer, s'il te plaît, pour les 30 dernières secondes. J'ai fait ça. Je préfère faire banquette tout le match. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, c'était une sacrée équipe, une sacrée époque. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'aujourd'hui, hormis le fait qu'effectivement, on n'a plus des joueurs du cru, comme tu dis, mais que les JSA a perdu de sa superbe? Déjà, à force de faire des coups un petit peu tordus à tout le monde, parce que si tu regardes, faudrait regarder l'organigramme, regarder le nom des entraîneurs suivant les années, et on va s'apercevoir très vite que les gens ne restent pas. Donc si les gens ne restent pas, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est qu'il y a un problème à l'intérieur du truc. Après, moi, je suis pas langue de bois, donc moi, par rapport à ce qui s'est passé là-bas, j'ai trouvé que la fin était pas correcte, quoi. Moi, c'était avec Denis Lacampagne qui me dit, première année, bon oui,
on fait une convention. Deuxième année, oui, t'inquiète pas. L'année prochaine, on essaie de faire un truc plus carré. Puis ça n'a jamais été carré, donc au bout d'un moment, voilà. Et puis le jour où moi je fais mon recrutement, on venait de monter en Régional 2 avec l'équipe 2, on voulait faire la double montée, on avait les moyens, je pense. Et là, il m'annonce, je vais dans son bureau, à ma demande pour savoir comment ça allait se passer. Et elle me dit, ah bah oui, en fait, je te garde pas l'année prochaine. Ah, bon, bah ok. Je pensais qu'on était viré quand les résultats n'étaient pas là, pas pour X ou Y raison. En fait, la raison, il me l'a jamais dite. Après, moi, je sais très bien le comment du pourquoi. Il y a eu une histoire de copine, quoi. Et à l'époque, j'avais une copine, on s'était séparés, et puis elle est partie avec un joueur de l'équipe, donc ça fait du remue-ménage dans l'équipe, et du coup, ça avait scindé un peu l'équipe en deux, et il m'a pas fait porter le chapeau, loin de là, mais il a choisi entre le joueur et toi, c'est ça, ou vous êtes partis tous les deux? Non, même pas parce que en cours de saison, il me convoque. Moi, je lui dis, bah écoute, moi, je suis quelqu'un de très pro, donc quoi qu'il se passe, quand je rentre dans la salle, moi, j'oublie toutes ces conneries et je suis un pro, donc c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, avec le recul, je me demande un peu comment, et en sortant du gymnase, bon, c'était un peu plus chaud, mais et donc du coup, il me convoque. Moi, je lui dis non, moi, j'assume, il y a pas de souci, voilà. Et puis en fait, il pouvait pas le saquer, donc il l'a viré quand même, quoi. Il l'a viré, on a fini la saison, on joue un match important pour finir dans les 2 premiers pour la montée en Pro B, parce que c'était à l'époque à Limoges, et puis en fait, on en prend 40 à Limoges. Ouais, donc ça a déstabilisé le groupe, quoi. Ça a déstabilisé le groupe. Et paradoxalement, ça reste quand même, cette défaite de 40 points, ça reste quand même mon meilleur souvenir au JS. Enfin, l'un de mes meilleurs souvenirs. Mais pourquoi? Parce que quand t'arrives à Beaublanc, 1h et demie avant le début du match, et que t'arrives dans la salle et que tu te fais déjà huer, tu fais waouh, chaud d'ambiance. Et puis le match se lance, et en fait, t'arrives même pas à parler, quoi. T'es obligé de parler dans l'oreille des gens, et ça te fait des frissons, mais tu vois, c'est pour ces moments-là qu'on vit le basket, quoi. Quand t'es compétiteur, t'attends les playoffs avec impatience. Est-ce que c'est à la même époque que Forte a repris le club pour essayer de le remonter en Pro A? Alors, il me semble que oui. Oui. C'est à peu près à la même époque? Ouais, c'était ça, ouais. Il y a un joueur du côté de Limoges? C'était Hugo Cancet qui coachait. Et il y a un joueur du côté de Limoges dont tu te souviens qui vous avait marqué et qui, ce match-là, vous avez fait vraiment mal? Ah bah ouais, il est hyper connu. Il s'appelle Camille Delorbe. Ah, il était à Limoges à cette époque? Ben en fait, ce qui s'était passé, c'était que l'été, on avait entendu qu'il y avait des bruits de couloir comme quoi il signait à Limoges, donc on informe quand même le président. On fait non, c'est de ma famille, Camille est de ma famille, il n'y a pas de souci, c'est verrouillé. En fait, rien n'était verrouillé. Et puis finalement, il a une belle proposition, il part, et puis voilà, quoi. Donc on se retrouve contre Camille, et Camille, je crois, doit mettre les 10 premiers points ou quelque chose comme ça, et puis la salle était survoltée, c'était vraiment bien, quoi. C'était un gros match, quoi. Alors qu'il a fait qu'une année à Limoges, t'as mis, en plus. Ouais. C'est tombé la mauvaise année pour vous, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc tu pars des JSA un peu aigri, et tu rebondis où, du coup? Est-ce que tu retentes de re-signer dans une équipe de haut niveau? Comment ça se passe derrière? Ben derrière, je suis dégoûté, en fait. Ouais. Je suis dégoûté parce que moi je m'étais préparé à tu gagnes, on te garde, et tu perds, c'est la loi, tu dégages, quoi. Donc moi c'est comme ça que je vivais le truc, et sauf que là tu finis sur une montée avec l'équipe 2 qui était pas forcément prévue. L'année s'est plus ou moins quand même bien passée. Tommy m'appréciait, il a apprécié le travail que je faisais, les joueurs, ça passait bien. J'avais coaché 1 ou 2 fois parce que Tommy, soit il avait été suspendu pendant le match à cause des fautes techniques, ou soit une fois il avait passé son BE2. Du coup, je l'avais remplacé contre Poitiers, contre les premiers. Donc voilà, on avait gagné le match, ça s'était hyper bien passé. Donc voilà, tu sais, j'étais un peu refroidi, puis des méthodes, quoi. Et donc j'associe un petit peu, puis en parlant avec les copains, c'était un petit peu pareil partout, quoi, sur le haut niveau. Donc du coup, je me disais là, ça commence ça saoule, le haut niveau. Donc on va repartir sur des gens peut-être sur du plus petit niveau, mais des gens peut-être plus sains, on va dire. Ouais. Et puis des gens motivés, donc c'est ce qui s'est passé, quoi. Voilà, je suis reparti. Donc quelque part, ça t'a alors
j'imagine que si déjà tu étais assistant en Pro B à cet âge-là, quelque part tu avais des ambitions de coach à un haut niveau. Donc ça t'a peut-être gâché ta carrière de coach de haut niveau. Non, je pense pas que ça m'ait gâché ma carrière parce que si t'es bon, voilà, tu t'arriveras toujours à rebondir quoi. Après, si je suis pas au-dessus, c'est peut-être que je suis pas assez bon non plus. Donc, puis après, ouais, il y a pas que ça. Il y a aussi le fait que il faut bouger quoi. Moi, j'avais fait un essai du côté de Saint-Étienne, un essai du côté de pas La Rochelle, mais comment ça s'appelle, Saint-Clément-les-Baleines. Alors attends, ça m'intéresse. Quand tu dis j'ai fait un essai en tant que coach, ça donne quoi un essai en tant que coach? En fait, je suis venu, j'ai dirigé une séance, et puis après on a parlé un peu de comment moi je voyais le basket, comment je voyais la façon de jouer, est-ce que ça collait avec le projet du club. Là, on va par là. Donc voilà. Et puis à la fin, le mec était content, les joueurs étaient contents, donc du coup il voulait me signer. Sauf que La Rochelle, enfin Saint-Clément-les-Baleines, l'été c'est sympa. Ouais. Et je sais plus, je crois que c'était en avril que j'avais fait l'essai ou en mars. En fait, je sors de la salle et là, pendant 1 heure, je vois pas un chat, personne. Et là, mais quand je te dis personne, pas une voiture qui passe, rien chez. Ouais. Ah ouais, non, là, ça va pas être possible. Et l'essai dans la Loire, c'était pareil. Et le problème, c'est que quand tu viens à Bordeaux, voilà, t'en repars jamais parce que c'est une si belle ville que voilà. Que tu es resté. Ouais. Après les GSA, tu signes où du coup? Alors j'avais eu une touche avec Castelnau. Ouais. Monsieur Presse-Montant m'avait appelé et en fait ça devait se faire et puis en fait le problème c'est que c'est des conventions tout ça donc c'est moi j'avais mon poste d'entraîneur à Codéran en tant que salarié, pareil en Barès et du coup les horaires ne collaient pas. Ça se chevauchait avec mes horaires de Codéran donc du coup j'ai dû laisser le poste. C'était dommage. Sinon, j'aurais coaché donc en National 3 à Castelnau. D'accord. Et c'est là que tu es arrivé à Ambarès, du coup? Comment? C'est là que tu signes à Ambarès, après les GSA? Non, Ambarès, j'y étais depuis le début, en fait. Ok. En fait, quand je suis arrivé dans la région, il y avait Thierry Fabreau, m'a mis sur Emploi Loisirs Gironde, c'est-à-dire que c'est comme une ANPE des sportifs. Et puis, du coup, ils m'ont proposé plusieurs contrats. La première année, j'ai fait Le Taillant avec Monsieur Gasnier, j'ai fait Pompignac, j'ai fait Carignan, j'espère que j'en oublie pas. Et puis voilà, donc et puis après j'ai eu plusieurs offres d'heures. D'accord. Et puis au fur et à mesure, tu tries entre guillemets quoi. Donc après t'as le luxe ou pas de trier. Et ce qui fait que je suis resté à Ambarès et à Codéran, c'est que Codéran c'est une maison de quartier, donc ça a l'air insolite puisque c'est toute la maison de quartier qui cotise pour les salariés. Et Ambarès, c'est une omnisport, donc c'est un peu le même principe. Alors que les autres clubs, si tu fais pas une grosse recette au loto et puis je ne sais quoi derrière comme manifestation pour apporter du fric, c'est compliqué. Ok. En tout cas, de fil en aiguille, tu finis par arriver à Mérignac en N3, donc tu retrouves un petit peu du haut niveau entre guillemets. Ouais. Et Mérignac, on va être bref parce qu'effectivement la période est brève. Tu fais la prépa, vous commencez les matchs. Alors même pas. C'est que j'avais même proposé de commencer avant. C'est-à-dire que j'avais fini la saison précédente avec eux. J'avais fait les matchs de coupe et en fait ça me permettait de connaître, qu'eux me connaissent et que moi j'apprenne aussi à connaître les joueurs. Et puis pour moi c'était aussi une forme d'essai, c'est-à-dire que il y avait 2-3 matchs de coupe, ça plaît ou ça plaît pas et comme ça l'année d'après on enchaîne quoi. Si je plais, on enchaîne. Si je plais pas, tant pis. Et donc j'ai fini la saison précédente avec eux et puis donc du coup je fais la prépa. On commence la saison parce que ce qu'il faut savoir c'est que à la base c'était mon frère Charlie qui devait avoir l'équipe et moi je devais juste l'assister parce qu'il travaillait le samedi soir des fois et donc les dirigeants ont préféré que Charlie rejoue plutôt puisque c'est un bon joueur quand même et que moi je devienne le coach. Et donc tu as fait 6 Exactement. Tu avais un bilan de 3 victoires, 3 défaites.
Non, je crois qu'on a fait 5-7 avec le match de coupe de Castelnau. D'accord, ok. Je parlais championnat, mais c'est peut-être 5-7 effectivement. Et alors, tu me dis si mes infos sont bonnes. Moi, ce que j'ai entendu dire à ce moment-là, c'est que tu es arrivé à l'entraînement un jour et que les joueurs s'étaient déjà regroupés avec des dirigeants dans les vestiaires sans t'en informer. Ouais. Et c'est en sortant que un des joueurs est venu vers toi et t'a dit voilà Freddy, ceci c'est dit et en gros non. Ah non, en fait, c'est pas passé comme ça. C'est pas tout à fait ça. Alors vas-y, raconte-nous. Alors, il y a un peu de vrai, mais pas tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on sort du match de Poitiers, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année précédente, ils ont gagné un match premier match au bout de 8 matchs, première victoire au bout de 8 matchs. Donc là, le recrutement était plutôt solide quand même, parce que on a eu des arrivées de dernière minute comme Vincent Cosigo, qui est un très très bon joueur. Ouais. On a eu Manu Fradé, Charlie avait récupéré Clément et Mathieu Ortiou. Sauf que le problème, c'est que Charlie avait déjà fait le recrutement avant, mon frère. C'est-à-dire que lui, il avait déjà recruté Mathieu et Clément. Et que au dernier moment, il y a Vincent Cosigo qui arrive, on peut pas passer à côté, quoi. Ouais, donc voilà, bref. Et donc la saison se fait et un jour on va à Poitiers. Et en fait, j'ai passé mon temps à batailler avec un des joueurs qui était le capitaine de l'époque, Maxime Pontin, parce que je voulais absolument le faire jouer poste 2 et pas poste 1. Et lui avait ces dernières années beaucoup évolué sur le poste 1 et moi j'étais pas fan des joueurs qui vont tirer en première intention, dégainer un tir à 8 mètres au bout de 5 secondes de jeu. Donc ça a été la bataille. Donc j'ai pas réussi à lui faire admettre que un Mathieu Ortiou à côté de lui, qui pouvait fixer pour lui et lui offrir des bons shoots, ça serait une bonne solution. Et en fait, un jour, on va à Poitiers et grosse pression défensive. Maxime est meneur de jeu et il n'arrive pas à passer le milieu de terrain. Enfin, il y avait des grosses difficultés. Donc je dis à Charlie, changement. Vas-y, il va l'aider pour monter le ballon et tout. Je fais non. Tu veux le faire absolument jouer meneur, il se démerde. Donc mon propre frère qui me dit ça. Ouais. Et donc ça commence déjà un peu comme ça à chauffer parce que il y a des guerres un peu en interne, tu vois. Lui avait fait venir Mathieu Ortiou et moi de l'autre côté, j'étais plus ou moins obligé de faire jouer Maxime Pontin Salamène. Donc du coup ça matchait pas. Quand tu dis que tu étais un peu obligé de le faire jouer, tu me dis en gros que les dirigeants à l'époque. Non, c'est pas les dirigeants. Les dirigeants ne m'imposaient rien du tout. Okay. Mais même si, par exemple, je disais, on démarre comme ça, à un moment donné, qui c'est qui allait monter la balle sans que je demande quoi que ce soit, voilà. D'accord, je comprends. Ok, d'accord. Donc, ce match, arrive et puis on perd, on prend la première grosse claque. Et puis, en fait, le lundi à l'entraînement, j'arrive, je vois les vélos et tout. Je vois pas les joueurs, ils sont tout le temps en avance d'habitude. Et moi-même, j'étais en avance et 20h30 arrive, personne. Je suis là comme un con, au milieu de terrain. 35, je les vois débarquer, 35-40, je les vois débarquer d'une porte dérobée du fond, là. Et là, les dirigeants qui longent les murs, personne vient me voir. Je fais, normalement, je vais te couper. Dans ma tête, je me dis ça. Ouais. Sauf que là, tout le monde vient au milieu. J'attends, tu vois, gros silence. Personne ne parle. J'enchaîne, je fais le bilan du match. Et puis à la fin, il y a quand même Mathieu Ortiou qui a le courage de lever la main. Il fait je vais pas te laisser comme un con. Voilà ce qui s'est passé. On a fait une réunion parce qu'on a des griefs contre toi. Et nous, on assume aussi notre part de responsabilité, mais on a des griefs contre toi. Donc c'est pour ça qu'on a fait une réunion. Mais ça s'arrête là en fait. Donc je suis pas viré. Voilà. J'écoute leurs doléances. Je dis je tâcherai d'en prendre compte là-dessus. Voilà. Je donne mes arguments et il y a des trucs où peut-être que vous avez raison. Donc voilà. Et en fait, après, on fait le match contre Saint-Médard, je crois, 2 semaines après. Donc, on est devant à la mi-temps. Je me souviens. Je me souviens. C'est le match, en fait, où vous sabordez tout seul, en fait. Comment? C'est un match où vous sabordez tout seul, alors que... C'est le match où on est devant à la mi-temps et que, à un moment donné, j'ai des joueurs qui sortent la cape magique et qui veulent, après, moi, avec le recul, je vois un petit peu les tribunes et je vois, que les mecs, ils regardent un peu dans les tribunes, il y a la copine, il y a le copain, il y a ceci, le cela. Et le mec, il a pas brillé en première mi-temps, mais
Bon, on est quand même devant de 20 points, tu vois. Et bah voilà, le mec il veut briller, donc il sort complètement du truc. Donc ça a commencé un petit peu comme ça, et puis mon frère, on était un petit peu sous tension avec mon frère, ce qui n'était jamais arrivé, parce que je faisais jouer plus Maxime que Mathieu. Et du coup, lui, à un moment donné, je lui donne une consigne, il obéit pas, donc je prends un temps mort, on s'embrouille, ce qui n'était jamais arrivé dans notre vie de grand frère, grand frère à petit frère. Donc là, je me dis, bon, bah là, c'est pas la peine, quoi. Donc à la fin du match, je dis, bon, bah voilà, j'assume ma part de responsabilité dans les défaites. Donc, bah écoutez, je vois bien que le discours passe pas bien avec tout le monde, donc bah je préfère que proposer ma démission et que le groupe puisse vivre normalement, quoi. Voilà. Donc c'est là où moi j'ai posé ma démission. D'accord. À la fin du match. C'est un moment qui a été difficile pour toi parce que je sais que tu t'es investi. Je me souviens. D'ailleurs, tu étais accompagné de, je sais pas son nom, mais une personne qui servait de préparateur physique, qui est malheureusement décédé. Ah oui. Bah tu vois, Robert. Robert, ok. Ouais. Et je sais que vous étiez beaucoup investis tous les deux sur la prépa, sur les débuts de saison. Est-ce que c'est une période qui a été difficile pour toi à digérer? Ça a été très difficile. Bah pas parce que je me faisais virer. Enfin si, c'était la première fois. Même si j'ai posé ma démission, mais je l'avais vécu plutôt comme je me fais virer parce que de toute façon, même si j'avais pas posé, viens par là, Maï. Même si j'avais pas posé ma démission, de toute façon, je pense qu'on m'aurait coupé très rapidement. D'accord. Donc oui, c'était difficile parce qu'en plus je me séparais de ma femme et que je pense que ça a pesé aussi dans mon attitude qui était pas forcément habituelle, quoi. Donc oui, ça a été une période difficile. Après, c'était pas par rapport au niveau parce que j'ai été vachement déçu du niveau, tu vois. Donc depuis ce jour-là, je me dis ouais, le basket commence en N2. D'accord, ok. Et depuis ce jour-là, j'imagine que tu te dis que tu n'as plus vraiment envie de coacher un entre guillemets haut niveau. Si, mais le problème c'est que moi je suis coincé par mon emploi du temps de ministre entre guillemets, puisque bah ce qui me rapporte mon gagne-pain, c'est le vrai contrat, tu vois. Ouais. Codéran, c'est mon vrai contrat, Embarré, c'est mon vrai contrat. C'est parce que les autres clubs soit ne jouent pas le jeu ou soit ne peuvent pas. Et du coup, moi je peux pas faire du non déclaré pendant j'ai un enfant. Voilà, il faut que je l'élève et puis il va falloir que je cotise aussi pour la retraite, tu vois. Je viens d'avoir 40 ans, donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Robert, qui t'a accompagné et comme je le disais, qui malheureusement nous a quittés assez rapidement d'une maladie? Quelqu'un de vraiment très investi, très sympa et tout. Après, lui m'avait proposé son aide à titre bénévole. Bon, bah forcément, moi je suis pas spécialiste de la prépa physique, j'accepte. Et puis après, vraiment quelqu'un de très bien qui nous a suivis et qui malheureusement nous a quittés pour sa maladie. Je t'embête pas plus longtemps sur le sujet parce que bon, j'imagine que c'est pas évident. Je voudrais parce que on va être sinon à court de temps. Je voudrais quand même qu'on parle de ton activité aujourd'hui au sein de Saint-Delphin parce que tu coaches les seniors 1 de Saint-Delphin. Ouais. Depuis quand d'ailleurs tu les coaches? Ben là, c'est ma 6e saison. Ok. Et puis comme je disais, vas-y, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Ouais, ben en fait, j'ai atterri là à Saint-Delphin par hasard. C'est juste que mon frère jouait là-bas et après Cestas, quand l'aventure a été finie, mon frère m'a dit viens me coacher en département. Et donc du coup, j'ai dit coacher mon frère, pourquoi pas. Et puis en fait, de fil en aiguille, je suis resté. Et donc la première année c'était difficile parce que on avait des niveaux un petit peu, des joueurs de niveau un peu disparates et il fallait composer avec, quoi. Donc il fallait se réadapter aussi au niveau départemental et ça n'a pas été évident, quoi. Donc on a essayé de mettre une méthode de travail entre guillemets et de faire bosser les joueurs pour essayer d'aller le plus haut possible, quoi. C'est quoi justement la méthode Freddy? Est-ce qu'il y a vraiment une méthode Freddy? Je dirais que je me suis plutôt inspiré des coachs que j'ai pu côtoyer, de Tommy David, de Vincent Collet, d'Alain Weiss, etc. Et donc j'ai fait un petit métier de tout ça, puis aussi de ma propre expérience. Donc c'est sûr que moi en tant que joueur, comme j'étais meneur de jeu, j'étais focus
je m'étais rendu compte que sur les matchs où il y avait beaucoup de pression sur le ballon, c'était quand même compliqué de jouer, de développer du jeu. Ouais. Donc déjà en défense, moi c'est tout terrain, forcément tout terrain, avec beaucoup d'intensité, couper les lignes de passe, etc. Et il me faut un meneur vraiment capable de défendre très dur sur la montée de balle. Et à partir de ce moment-là, on peut développer du jeu et forcément, si tu mets beaucoup d'intensité en défense, tu vas perdre des plumes aussi en attaque. Donc forcément, tu es obligé d'un petit peu ralentir le rythme en attaque, mais avec des formes de jeu toujours ouvertes. C'est-à-dire qu'on va avoir un système long, un ou deux systèmes longs, et puis après, ça va être des systèmes ouverts, enfin des formes de jeu ouvertes que tout le monde pratique, du main à main, des entrées avec du main à main, des entrées avec des cascades d'écran, des staggers, etc. quoi. Bon, Mais toujours rester ouvert. En tout cas, ça vous réussit bien, puisque cette année, vous êtes à 12 victoires, 2 défaites, c'est ça? Oui, c'est ça, sur la première phase. Sur la première phase contre Castelnau et contre Talence. D'accord. Et donc là, vous êtes qualifié pour les playoffs? Ouais, là, on a fait notre premier match contre Cestas. Que vous avez gagné. On a pas fait un beau match, mais bon, on prend la victoire quand même. On a fait plus de 16, mais on n'a pas été bon du tout, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire en gros ton effectif? Alors, du coup, j'ai les frères Brouillard, Quentin et Axel, qui sont au club depuis leur naissance, puisque leurs parents y étaient aussi. J'ai Pierre Tissot qui est arrivé de Langon l'année dernière avec Brice. Brice, en fait, c'était un package. Alors, pour la petite histoire, Brice est arrivé avec Pierre. Pierre m'intéressait beaucoup, Brice un peu moins. Et puis, au final, j'ai bien compris que si je voulais l'un, il fallait que je prenne les deux. Et puis, maintenant, quand on regarde, finalement, il se retrouve l'un des joueurs essentiels de cette équipe, quoi. Le petit bébouf. Donc non, c'est plutôt intéressant d'avoir ça. Après, on a récupéré Mousse, qui jouait à Tresse il y a quelques années en N3 et qui habite juste à côté de la salle. Ouais, bonne recrue, ça, parce qu'il est expérimenté. Ouais, très bonne recrue, ouais. Ouais. Puis nous, les dernières années, j'avais toujours dit aux dirigeants, vous savez, nous, on a, pour avoir coaché de la R3, de la R2, etc., on a déjà le niveau, je pense, pour jouer en R3, mais on n'a pas de taille. Donc, tant qu'on aura ce souci-là, on n'ira pas plus loin. Et là, on a ajouté de la taille. J'ai recruté Enzo, que certains appellent mon fils, puisqu'il jouait à Codéran avec moi, voilà, et qui faisait un carnage l'année dernière, même si c'était de la D2. Mais bon, voilà, il trouve sur ce niveau qu'il peut largement dominer. Mais puis même, je pense même au-dessus, il va pouvoir faire des choses. On a Gérard qui est au club depuis très longtemps. Ouais. Et puis après, on a Maxime Matillon qui est là depuis quelques années, qui évolue aussi. Romain, le capitaine, qui a vu son temps de jeu décroître au fur et à mesure des années, qui avait un rôle essentiel, et puis les autres ont progressé, donc du coup, il accompagne aussi les jeunes et est toujours dans l'équipe, quoi. Benjamin Miras, et puis on a des sparring partners toutes les semaines. C'est-à-dire des sparring partners? En fait, on a des joueurs qui viennent des clubs à côté, de l'extérieur, et du coup, c'est vraiment le point fort, c'est qu'on se retrouve donc notre groupe, il est de 13 joueurs. Donc j'ai oublié Gaëtan aussi, un intérieur qui est arrivé des îles. Et puis on a des joueurs qui viennent des Coteaux de Garonne, d'un peu partout, qui viennent s'entraîner de temps en temps avec nous, et du coup, on n'est jamais en dessous de 10, quoi, aux entraînements. D'accord. Ce qui est plutôt difficile à voir, parce que pour avoir été à Cestas, avoir fait pas mal d'entraînements à 4 ou 5, au JSA, ça a été ça aussi pendant un moment. Enfin, dans les clubs où je suis passé, à un moment donné, tu sais pas pourquoi, il y a des malades, il y a ceci, il y a cela, et c'est difficile de faire des entraînements à 10. D'accord. Donc là, c'est aussi la raison de votre succès, quoi. C'est que tu es en mesure de travailler tout le temps du 5-5. Ouais, puis c'est surtout que, tu vois, ma ligne arrière, c'est vraiment des chiens, quoi. Comme je leur dis, parce que j'avais Mérignac à un moment donné en même temps, je suis persuadé que je les aurais mis sur certaines oppositions. Défensivement, ouais, c'est plus le taf que certains joueurs de l'autre côté. Mais à côté de ça, c'est sûr que certains joueurs de N3 sont beaucoup plus forts, beaucoup plus complets en attaque, mais en défense, comme je leur ai toujours dit, la défense, il y a de la technique, c'est sûr, mais avant tout, c'est une mentalité, quoi.
Là, explique-nous comment ça va se passer là au niveau des playoffs, parce que donc vous avez des poules de 6 équipes en playoffs? Non, de 4 équipes? Alors en fait, les 4 premiers de chaque poule, il y avait 2 poules de 8 au départ. Ouais. Les 4 premiers se sont qualifiés. Et en fait, Il y a même 2 si poules on de n'a 4, pas c'est ça? perdu, voilà. Et même si on n'a pas perdu beaucoup de matchs pour l'instant, ben, on peut très bien passer à la trappe. Parce que en fait, nous on finit premier, on a pris le deuxième, non, oui c'est ça, le deuxième et le quatrième de l'autre poule, plus le troisième de la nôtre. Et en fait, là, il faut finir premier. D'accord. C'est les 2 premiers de chaque poule qui montent? Le premier seulement. Le premier de chaque poule monte. Ok. Ouais, donc Bon. tu peux très bien avoir fait 14-0, et puis derrière, Ouais. pour X ou Y raison, tu fais 0 sur 6 ou je sais pas quoi, Bon, faut dire et que tu passes à la trappe. sauf catastrophe, logiquement, vous devriez pouvoir monter. Je pense qu'il y a Coteau de Garonne qui va vous poser des difficultés. Ouais, qu'on a joué en match amical d'ailleurs. Voilà. Mais après, le On reste, les a joués ça 2 devrait aller. fois en match amical. Ah, mais tu sais, on a gagné, je crois, une fois de 20 points, je crois 2 fois de 20 points, mais c'était des matchs de prépa, tu vois. Ouais. Donc, bon, je sous-estime jamais les adversaires et c'est toujours bien de les respecter. Après, une fois qu'on les aura battus, je pourrais dire, ouais, effectivement, on est au-dessus. Et j'imagine qu'il y a une finale aussi du niveau. Parce que dans l'autre Ouais. poule, il y a Lormont qui se débrouille très bien. Tout à fait, il y a Lormont et je pense que ça va être une belle bagarre entre Lormont et Talence. Talence qui a aussi une très belle équipe. Et Talence Qui qui nous a a réussi à battu vous battre d'ailleurs, cette que- saison. Ouais. Ils ont réussi à vous battre. Ouais, qui a sorti un très 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 gros match. Et ouais, ils nous ont marché dessus chez nous. Donc non, c'est une belle équipe qui devrait poser des soucis à Lormont, quoi. Bon, en tout cas, chapeau pour ce que vous faites, parce que bon, tu le vois bien, en Gironde, on a beaucoup de mal en ce moment. Donc, c'est une nouvelle équipe qui va arriver en région, je l'espère. Et j'espère que vous ferez mieux que les équipes qui actuellement en région galèrent pas mal, quoi. Ouais, bah après nous le but c'est pas de faire l'ascenseur, hein. C'est vraiment de s'installer sur le niveau, et puis progressivement essayer de continuer à progresser, enfin que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre pour la suite. Mhm. Mais voilà, il y a un très bon groupe. T'es pas sûr de poursuivre encore? Non, pas à 100% parce que bah la vie familiale. Maintenant j'ai ma petite qui a 3 ans et le basket bon c'est vrai que maintenant il y a plus de déplacements en avion qui te freinent tout le week-end avec les JSA et que maintenant tu fais tu vois c'était confortable en département, tu vas jouer au Coteau de Garonne, tu vas jouer enfin Ah oui, effectivement. limite tu prends le tram quoi pour Ouais. faire tes matchs. Mais là voilà, si je dois passer déjà que je passe mon temps dans les salles de basket. Mm. Donc à voir. Ça peut être compliqué, c'est vrai. Dis-moi, là, vous avez changé récemment de président à Saint-Delphin. Ouais. Est-ce que tu as pu discuter avec le nouveau président Fred Tauzin? Est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs qui vous ont été fixés? Dis-moi, est-ce qu'il y a de la communication entre vous? Alors, avant, ce qu'il faut savoir, c'est que je partais. Enfin, nous, on avait un objectif en interne, mais j'ai jamais eu de pression par rapport aux dirigeants ou de consignes. Voilà. Là, cette année, bon, ils ont vu qu'on avait fait un bon championnat l'année dernière. On finit à la place du con, donc on monte pas. Et donc, du coup, forcément, nous, on s'est dit, on va monter. Puis les dirigeants ont dit, on va vous suivre. Hein. Si vous montez, bien sûr que le club va vous suivre. Donc oui, le club ambitionne de monter en région. Après, j'ai pas eu plus de communication que ça avec lui un petit peu en début d'année. Mhm. Et puis un petit peu, il est venu voir quelques matchs aussi parce qu'il suit les filles. Mhm. Mais non, on me laisse travailler tranquillement, quoi. D'accord. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'à Saint-Delphin, les gars sont laissés un petit peu pour compte? Comme je vais pas faire de langue de bois, oui, un peu. Après, nous, on est qu'en département entre guillemets, donc forcément, LS en National 2, et puis je pense que c'est peut-être, je vais pas dire plus facile, mais moins difficile d'arriver sur du haut niveau parce qu'il y a peut-être moins de moyens financiers à mettre pour construire une équipe de haut niveau féminin plutôt que de construire une équipe de haut niveau filière masculine. C'est quand même au niveau des budgets, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Donc après non, ils s'occupent de nous, ils nous servent les repas comme les autres. Voilà. Bon, ils en font pas trop non plus, mais il y a quand même des dirigeants qui viennent voir.
qui sont là, certains pour critiquer quand on fait des mauvais matchs, et puis d'autres aussi pour nous féliciter quand on fait des bons matchs. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres clubs, on n'est pas super suivi non plus, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais, Après, peut-être que si le niveau change, ça changera aussi peut-être. Il y aura peut-être plus de dirigeants derrière nous. D'accord. J'imagine, Freddy, que tu as encore des objectifs en tant que coach. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Déjà de monter avec cette équipe-là. Ouais. Et puis que sur les clubs où je travaille, on essaie de progresser, puis de sortir des joueurs aussi, ou des équipes, monter un peu le niveau. Parce que tu vois, par exemple, moi je suis à Codéran, je suis très mal placé, parce que autour j'ai le Bouscat, Saint-Bruno, les JSA, Mérignac, enfin j'ai quasiment tous les meilleurs clubs autour, donc dès que j'ai un ou deux joueurs qui sortent un peu du lot, voilà, ils vont à la concurrence. Enfin, des fois c'est normal, hein. On a eu par exemple un Matenbaï qui joue en Euroleague maintenant à Milan, qui est passé près de nous, et bon, forcément qu'on n'est pas le Verdet, hein. Il nous avait été prêté par les JSA, il a fait un an avec nous à Codéran, et il est reparti. Et puis Il a fait un an à Codéran? Je savais pas ça, tu vois. Comment? Il a fait un an à Codéran, à Matt. Ouais, il a fait un an avec moi je sais plus, c'était minime ou cadet. D'accord. Voilà. Et après, oui, l'année dernière, pareil, à Ambarès, on a eu un gamin qui est arrivé, plus d'un 90, qui là, maintenant est parti sur les JSA. Ouais, donc chaque année, on a la chance de bosser avec ces jeunes-là. Donc ouais, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de garder la passion, le plus longtemps possible, parce que ça fait quand même depuis 10 ans. Donc ça fait 30 ans que je suis dans le basket, et j'espère que on a toujours la même passion. Ok, bon, je te souhaite tout ça. En tout cas, ce que vous faites, c'est génial. Je trouve que tout ce qui est Sky Park, All-Star Game aussi de Jamel, c'est plutôt bien. Tu vois, moi j'ai fait ça aussi dans mon département. On appelait ça le All-Star Game. On a organisé exactement la même chose. Et bon, moi j'avais eu la chance d'avoir Vincent Collet à l'époque, Alain Weiss, J.D. Jackson, etc., etc. Et tu vois, c'est une seconde jeunesse, parce que ce que vous faites, c'est ce que je faisais avant. Ouais. Le Ablaï que je vois et Jamel, Freddy, voilà. Et j'espère que ce que je peux vous souhaiter, c'est d'avoir une petite récompense aussi par la Fédé. Oh, franchement, j'espère. Enfin, je cherche pas ça au fond. Non, mais parce qu'honnêtement, moi, quand je l'avais fait, je cherchais pas ça. C'était la passion. Mais quand j'ai eu le petit coup de fil de la Fédé qui me dit, voilà, vous êtes élu meilleur jeune dirigeant de France en 2000 et que voilà, vous allez recevoir votre trophée. Bon, le trophée, je m'en fous un peu, mais voilà. Donc, vous allez avoir un billet d'avion pour aller à l'Assemblée Générale à Toulon, et puis vous allez partir avec l'équipe de France. C'est ce qui m'a donné la passion derrière. Et puis c'était en Grèce, en plus, à Rhodes, hôtel au bord de la mer. Ah, donc... ça peut être intéressant, ça. J'espère que la Fédé écoute. Voilà, donc non, c'était... Bon, en tout cas, Freddy, moi, comme je l'ai dit en préambule, t'es quelqu'un vraiment unanimement apprécié, et avec toute la modestie que je te connais, t'as pas su dire exactement pourquoi, mais moi je le sais, c'est parce que t'es cool avec tout le monde, et c'est parce que t'es quelqu'un d'intègre et d'honnête et de cash, et donc ça, les gens ne peuvent que l'apprécier. Je te souhaite encore plein de bonnes choses avec Saint-Delphin. Merci. Et est-ce que je peux te donner un nouveau surnom? Je crains le pire. Je crains le pire. T'as déménagé à Bassins, c'est ça? Ouais. Donc maintenant, je dois t'appeler à Bassins. Non, c'était nul. Je pense qu'on peut arrêter sur cette note-là. Je pense qu'on pouvait pas mieux finir. Je te remercie, Freddy. J'espère qu'on t'aura de nouveau dans le podcast. Ça marche. Peut-être pour commenter la montée. Peut-être, je l'espère. En tout cas, je te dis à bientôt, et puis au plus tard, on se voit au Sky Park. Ok? Ça marche. À bientôt. À plus tard. Ciao, merci, Freddy. Ciao. Bye bye. Bon courage. Freddy de Goum lui-même. Bonne saison avec Saint-Delphin. Très très bonne saison. 12 victoires, 2 défaites. Les seconds talents, ils étaient à 9 victoires, 5 défaites. Là, ils sont bien positionnés pour la montée en play-off. Ils sont bien commencés. Bon, c'est le coach, hein, donc forcément, il va pas le dire, oui, non, ça va être facile, etc. Mais je pense que honnêtement, ils ont tout ce qu'il faut pour monter. Et je leur souhaite. Voilà.